l'histoire qui est racontée. Il y aura peut-être quelques références, mais je pense que ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Donc le chapitre s'intitule Être ou faire. Au cours de sa période de formation, l'esprit n'est pas entaché par la guerre avec le reste du monde. L'âme est comme un bloc de marbre de barreaux brut, prêt à être façonné en quoi? Orison Swett Marden. L'un des grands stratèges et spécialistes militaires du XXe siècle est un homme dont peu soupçonnent l'existence. Il s'appelait John Boyd. C'était un merveilleux pilote de chasse, un professeur et penseur hors pair. Après avoir combattu en Corée, il est devenu chef instructeur à la Fighter Weapons School sur la base aérienne de Nellis. On le surnommait 42nd Boy pour illustrer le fait qu'il pouvait, à partir d'une position désavantageuse, prendre l'avantage sur un adversaire en moins de 40 secondes. Quelques années plus tard, il fut appelé au Pentagone où son véritable travail commença. D'un côté, ce n'est pas étonnant que le commun des mortels n'ait jamais entendu parler de John Boyd. Il n'a jamais publié de livre, seulement un rapport technique. Il n'y a que peu de vidéos de lui, et les médias ne l'ont jamais
raturer et les remplacer par fierté, pouvoir, avidité. Il voulait souligner que de nombreux systèmes et structures dans l'armée, ceux par lesquels les soldats doivent passer pour obtenir des promotions, peuvent corrompre les valeurs qu'ils veulent défendre. L'historien Will Durant a déclaré qu'une nation naissait stoïque et mourait épicurienne. C'est la triste vérité que Boyd illustrait en stigmatisant les vertus qui tournent mal. Combien de fois en avons-nous été témoins dans notre vie, dans le domaine sportif, dans nos relations avec les autres, nos projets ou nos proches? Ainsi agit l'ego. Il efface ce qui est important et le remplace par ce qui ne l'est pas. Beaucoup de gens veulent changer le monde et c'est une bonne chose. On veut être le meilleur dans notre domaine. Personne n'a envie d'être une coquille vide, mais dans la pratique, lequel des 3 mots que Boyd a écrits sur le tableau noir va vous y conduire? Lequel exercez-vous actuellement? Qu'est-ce qui vous anime? Le choix que nous propose Boyd est une question d'objectif. Quel est le vôtre? Que venez-vous faire ici? Un objectif vous aide à répondre à la question être ou faire. Si ce qui vous importe est votre réputation, votre insertion, votre aisance dans la vie, alors votre voix est claire. Dites aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Recherchez l'attention par un travail discret mais important. Acceptez les promotions et suivez la route que les personnes performantes prennent dans votre domaine. Faites vos preuves, cochez les cases, prenez le temps qu'il faut et laissez les choses telles qu'elles sont. Cherchez à gonfler votre renommée, votre salaire, votre titre, et profitez-en. Un homme est travaillé par ce sur quoi il travaille, a déclaré Frédéric Douglass. Il en savait quelque chose. Il avait été esclave et il avait constaté ce que ça faisait à tout le monde, y compris aux esclavagistes. Une fois libre, il a vu que les choix que les gens faisaient à propos de leur carrière, de leur vie, avaient les mêmes effets. Ce qu'on choisit de faire avec son temps et ce qu'on choisit de faire pour l'argent nous travaille. Boyd savait que le chemin de l'égocentrique exige de nombreux compromis. Mais si votre objectif vous dépasse, accomplir quelque chose, vous prouver quelque chose, alors soudain tout devient à la fois plus facile et plus compliqué. Plus facile dans le sens où vous savez désormais ce qu'il faut faire et ce qui est important à vos yeux. Les autres choix s'effacent, car ce ne sont pas vraiment des choix, plutôt des distractions. C'est une question d'action, pas de reconnaissance. C'est plus facile dans le sens où vous ne faites pas de compromis, mais plus compliqué parce que chaque opportunité, même gratifiante, doit être évaluée selon des lignes directrices strictes. Est-ce que ça m'aide à réaliser mon objectif? Est-ce que ça me permet de faire ce que je dois faire? Est-ce que je suis égoïste ou désintéressé? Évidemment, il ne s'agit pas de qui ai-je envie d'être dans la vie, mais de qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie. En mettant de côté l'intérêt personnel, on se pose les questions. Quelle vocation est-ce que ça sert? Quels principes gouvernent mes choix? Est-ce que je veux être comme les autres ou faire quelque chose de différent? En d'autres termes, c'est plus compliqué parce que tout ressemble à un compromis. Il n'est jamais trop tard, mais plus on se pose ces questions tôt, mieux c'est. Boyd a indéniablement changé et fait progresser son domaine comme nul autre depuis les théoriciens militaires Sun Tzu ou von Clausewitz. Il était surnommé Genghis John pour la façon de ne jamais laisser un obstacle ou un adversaire l'empêcher de faire ce qu'il devait faire. Il y avait un prix à payer pour ses choix. On l'appelait le ghetto colonel à cause de son mode de vie spartiate.
ses années de pratique de la guitare et son intégration dans le groupe Metallica, il n'était pas aussi bon guitariste qu'il ne l'aurait voulu. Chez lui, à San Francisco, il a cherché un professeur de guitare, même s'il avait intégré le groupe dont il rêvait et qu'il était littéralement passé guitariste professionnel. Kirk souhaitait une formation supplémentaire. En gros, il était éternel étudiant. Le professeur qu'il a trouvé avait la réputation d'être l'enseignant des profs de guitare, et il travaillait pour des prodiges de la musique
si nous étions propulsés au rang de rockstar ou de célébrité en devenir dans notre domaine. On serait tenté de penser « j'ai réussi, j'y suis parvenu ». Ils ont viré l'autre parce qu'il n'est pas aussi bon que moi. Ils m'ont choisi parce que j'ai fait ce qu'il faut. S'il avait pensé ainsi, on n'aurait probablement jamais entendu parler ni de lui, ni de Metallica. Après tout, il y a une kyrielle de groupes de métal qui sont tombés dans l'oubli dans les années 80. Un véritable élève est comme une éponge. Il absorbe ce qui se passe dans son environnement. Il filtre les informations et retient ce qu'il faut retenir. Un élève sera autocritique et automotivé. Il essaiera toujours d'approfondir ses connaissances avant de passer au sujet suivant, au prochain défi. Un véritable apprenti sera aussi son propre maître et critique. Il n'y a pas de place pour l'ego. Reprenez l'exemple du combat. La conscience de soi y est particulièrement cruciale car les adversaires cherchent constamment à opposer leur force contre une faiblesse. Si un combattant n'est pas capable d'apprendre et de s'entraîner tous les jours, s'il ne cherche pas constamment ce qu'il pourrait améliorer en évaluant ses faiblesses et en empruntant de nouvelles techniques à ses pairs et adversaires, il sera cassé et démoli. Pour nous autres, ce n'est pas très différent. Ne sommes-nous pas en train de nous battre pour ou contre quelque chose? Croyez-vous être le seul à espérer atteindre votre but? Vous ne croyez sûrement pas que vous êtes le seul à vouloir décrocher la timbale. Les gens ont surpris de découvrir les aspirations humbles qu'avaient les grands hommes. Comment ça, ils n'étaient pas agressifs, en droit, conscients de leur grandeur ou de leur destinée? En réalité, bien qu'ils fussent confiants, l'acte d'être un éternel étudiant les a gardés humbles. C'est impossible d'apprendre ce qu'on croit déjà savoir, disait Épictète. On n'apprend rien si on croit déjà savoir. On ne trouve pas les réponses si on est trop vaniteux ou sûr de soi pour poser les questions. On ne peut pas devenir meilleur si on est convaincu d'être le meilleur. L'art d'accepter les critiques est indispensable dans la vie, surtout lorsqu'il s'agit de critiques négatives ou dures. On ne doit pas seulement accepter la critique, mais la solliciter activement, chercher le négatif quand nos amis, notre famille, notre cerveau nous disent qu'on réussit bien. L'ego évite à tout prix les critiques. Qui a envie de passer par la formation de rattrapage? L'ego pense déjà savoir comment et qui nous sommes, c'est-à-dire des gens spectaculaires, parfaits, géniaux, réellement innovateurs. L'ego déteste la réalité et préfère sa propre idée. L'ego ne permet pas non plus une véritable incubation. Devenir ce que nous espérons demande souvent une longue période obscure, à rester sûr et à se battre avec un sujet ou un paradoxe. L'humilité est ce qui nous retient. On s'inquiète du fait qu'on ne sait pas encore suffisamment de choses et qu'il faut continuer à apprendre. L'ego accélère les choses, déclarant que la patience est pour les perdants, et la considérant à tort comme une faiblesse. L'ego prétend qu'on est assez bon pour présenter notre talent au reste du monde. Pendant qu'on est là, assis à relire notre travail, pendant qu'on fait notre premier pitch, qu'on s'apprête à ouvrir notre première boutique, ou qu'on s'habille pour la dernière répétition générale, l'ego est l'ennemi. Il nous donne un retour d'informations faussées, déconnecté de la réalité. Il est défensif au moment où on ne peut pas se permettre d'être sur la défensive. Il nous empêche de nous améliorer en nous disant qu'on n'en a pas besoin. Et ensuite on se demande pourquoi on n'obtient pas les résultats escomptés. Pourquoi les autres sont meilleurs que nous? Pourquoi leur réussite est plus durable que la nôtre? Aujourd'hui, les livres n'ont jamais été aussi bon marché. Les cours sont gratuits. Il n'existe plus de barrière entre les enseignants et nous. Merci la technologie. Aujourd'hui, on n'a plus d'excuses pour ne pas avoir accès à l'éducation. Et parce que l'information à notre disposition est infinie, on n'a pas d'excuses pour arrêter notre apprentissage. Nos professeurs de